Salomé Kiner est née dans le Val d'Oise, en France, d'un père russe, d'une mère italo-suisse et établie aujourd'hui à Vevey. Diplômée du Centre de formation des journalistes de Paris en 2009, elle est journaliste, chroniqueuse littéraire et romancière. Elle a fait ses gammes de journalistes dans différents médias français comme Télérama, France Culture, Rue 89 et Arte, et écrit aujourd'hui régulièrement pour le journal Le Temps. Elle a coécrit 50 Summers of Music avec le journaliste Arnaud Robert, publié chez Textuel en 2017, et a publié son premier roman chez Christian Bourgois en 2021, intitulé Grande Couronne. Salomé s'intéresse à la notion de marginalité. Son livre fait le portrait d'une adolescente dont les rêves bouillonnants se heurtent à un cadre de vie modeste. Son livre a été sélectionné pour le prix du Livre Inter, le prix Stanislas, le prix de Flore et a été récompensé par le prix Zadig. En 2022, la Fondation Vaudoise pour la Culture lui a décerné le prix de la relève en littérature. Et en 2025, elle a reçu la bourse à l'écriture du canton de Vaud pour l'écriture de son second roman, bourse qui lui vaut une résidence au château de Lavigny cette année. Et je suis très heureuse de compter parmi nous Véronica Trachia, qui est la responsable de l'unité création auprès de la Direction générale de la culture du canton de Vaud. Voilà. Bonsoir. Alors, moi je suis très superstitieuse, donc je ne vais pas lire un extrait de mon manuscrit en cours. Par contre, je vais lire un texte de non-fiction qui est extrait d'un manuscrit non publié à ce jour et qui parle de l'expérience de l'écriture en résidence. De l'expérience, de l'écriture en résidence, je trouvais que ça se prêtait assez bien à cette soirée, qui parle un petit peu de traduction, puisque c'est un sujet qui traverse beaucoup ces murs, qui parle de la richesse des rencontres et des découvertes qu'on peut faire sur sa propre écriture pendant les résidences, ce qui a été mon cas ici au château de Lavigny et à Buenos Aires, où j'étais également en résidence il y a quelques années. Je déjeune tous les midis au coin de la rue, à la Pariscia d'Emilio. J'ai d'abord lutté pour ne pas prendre cette habitude, coupable de déroger à ma discipline d'écriture. Puis cette routine est devenue mon rituel et mon lien le plus vivant avec la vie de mon quartier. Entre la température extérieure et les braises du barbecue, il fait très chaud à l'intérieur du restaurant. Mes avant-bras collent aux surnappes en plastique. Emilio dépose son plat du jour devant moi, puis revient avec des dosettes de mayonnaise qu'il dispose en pétales autour de mon assiette. Quelques années plus tôt, le Parlement argentin votait une loi pour interdire aux restaurants de mettre des salières à disposition des clients. L'OMS recommande à 5 grammes la limite de sel par jour et par personne. Les Argentins sont à 12 de moyenne. À la Boca, où j'habite, on ne trouve pas de sel sur les tables, mais pas de sucre ni de condiments non plus. Rien à voir avec l'OMS. Dans le quartier, tout ce qui dépasse est raflé. Je suis assise à côté d'une femme âgée dont les soupirs répétés accablent le visage et courbent les épaules. Emilio l'appelle Divine. J'ignore si c'est son vrai prénom. Elle porte une chemise léopard, le nylon l'incommode. Elle tire dessus comme un enfant sur son bavoir. Elle se fait servir une piquette dans un verre à soda et tient en main un ventilateur de poche dont les piles sont usées. Il tourne au ralenti. Elle fait des cercles réguliers devant sa gorge, soupire, boit la piquette, déplace ses couverts, soupire encore, demande des glaçons pour son vin, émiette la croûte d'un morceau de pain, insulte le ventilateur. Plus tard cet après-midi-là, j'ajoute à mon roman une scène où le petit frère joue avec un train électrique dont la pile mourante fait un bruit similaire. Emilio m'accueille tous les jours avec un grand sourire. « Piccolina !» Ses iris fauves dardent sous ses cils de biche. Nous nous apprécions pour nos qualités respectives. Je lui offre une poche d'exotisme, il me rend l'illusion d'une famille. Après ma matinée de travail, c'est la première personne à qui j'adresse la parole. Quels que soient les obstacles que j'affronte dans l'atelier, son contact égaye constamment mon humeur. Ses grands-parents sont arrivés de Naples en bateau. Ils ont débarqué au port de la Boca,
et ne sont jamais allés plus loin. Emilio rêve de connaître l'Italie. Il adore Maradona. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit, mais je suis envoûtée par son accent, si différent de l'espagnol que j'ai étudié au collège. Quelques tables, des banquettes en bois, un grill où suintent des travers de bœuf et des saucisses de chorizo. La cantine est modeste, mais Emilio tient son royaume avec l'aplomb d'un étoilé. Son père occupait le local avant lui, comme kiosquier, puis comme glacier. Un drapeau argentin recouvre le prix des boules, la liste des parfums est encore peinte au mur. Dulce de leche, tramontana, sambayone, brochette d'haïkus sucrées parmi les effluves de viande. Sur le comptoir, une collection d'empanadas transpire sous des cloches Tupperware. Ils vendent aussi des casques de chantier pour la dépanne, alignés en rang serré près de la caisse. Quelques trophées sportifs décorent le restaurant et au-dessus de la caisse, un portrait de Madonna dédicacé par la star pendant le tournage d'Evita. Parmi les personnages de la cantine d'Emilio, il y a Danny qui livre des sandwichs au mécano du coin. Il doit avoir mon âge, en paraît 20 de plus, tant son visage grêlé raconte une vie chahutée. Nous nous saluons, mais je comprends rapidement qu'Emilio lui interdit de m'adresser la parole. Danny porte des mocassins en faux cuir élimé, il est toujours bien rasé et arrosé de lotion masculine. Quand il éclate de rire, je découvre sa bouche édentée. Il vient du coin le plus dangereux de la Boca. Le soir, il tient un four dans une rue voisine, une canette de bière à la main. En l'employant, Emilio se protège des problèmes de voisinage et de braquage, mais recompte toujours la monnaie que Danny lui rend en descendant de son vélo. Je demanderai parfois des nouvelles en constatant son absence prolongée, et Emilio me répondra en rapprochant ses deux poignets, radius contre radius, à hauteur de son visage. Danny fait un tour en prison. Avec le Castillan Rioplatense, je vis une passion linguistique qui a pour cœur la Parisha d'Emilio. Au fond à gauche de la gargote, il y a toujours 3 vieux, chemises ouvertes, médaillons en croix de Jésus. Nous nous saluons poliment, puis chaleureusement à mesure que les semaines passent. Il m'initie au lunfardo, l'argot vernaculaire de Buenos Aires. À m'entendre, ils sont hilars, comme on peut l'être quand on inculque des bêtises à des étrangers allophones. Ils aiment m'entendre putear, jurer, la discipline olympique nationale. La concha de tu hermana, la puta que me parió. J'adore te falta un jugador, il te manque un joueur, l'équivalent de il te manque une case. À leur contact, je découvre une langue prime sautière, mais toujours svelte, espiègle, imbue d'elle-même, irascible et moqueuse, théâtrale et voulue, romanesque. Emilio sait que j'écris ou que j'essaye d'écrire selon le degré d'abattement que j'affiche en arrivant. Un rituel s'installe. Il deviendra la base de mes progrès en castillan. Tous les jours, il s'attable à côté de moi, emprunte mon stylo, s'approprie mon carnet, prend une pose théâtrale d'écrivain foudroyé par le style et me délivre une maxime encourageante en lettres majuscules d'une belle calligraphie. Un esfuerzo más y lo que iba a ser un fracaso se convierte en un éxito. Un effort supplémentaire et ce qui était sur le point d'échouer se transforme en succès. Emilio me sourit, triomphant. C'est le Montaigne de la Boca. À mon tour, soulagé, requinqué, je me rue dans la simplicité de ces mots. C'est exactement ce que j'avais besoin de lire. Une demi-heure plus tôt, enfermée dans mon atelier, accablée par la vacuité de mon histoire, la médiocrité de mon manuscrit, les années sacrifiées à ce texte, j'étais prête à tout arrêter. Mais le billet d'Emilio, dans sa simplicité flagrante, agit sur moi comme une libération. Lui-même semble stupéfié par la puissance de sa formule, et nous communions dans son geste, lui dans le don, moi dans la réception, grisé par cette injonction au labeur qui justifie notre épuisement. Un effort supplémentaire et ce qui était sur le point d'échouer se transformera en succès. Il bombe le torse à la Garcia Marquez, persuadé de m'avoir initié au secret de mon art, et peut-être qu'il a raison. Peut-être que l'écriture repose sur la patience du préposé au barbecue, le très respecté asador, dont il finit par me livrer les secrets. Avant toute chose, nettoyer son plan de travail des résidus inutiles. Utiliser les ustensiles appropriés. Choisir ses mots comme on choisit son bois. Fourgonner sans hâter. Maîtriser la combustion des matériaux. Trouver puis maintenir la température idéale.
Opter pour des cuissons lentes, ne pas surcharger les grilles, rester attentif, ne jamais s'éloigner trop longtemps, laisser reposer avant de déguster pour mieux exhaler les saveurs et surtout, respecter toutes les étapes du rituel, ne pas se contenter de siffler des verres de vermouth en déplaçant des tranches de steak en choc thermique. Oui, la phrase d'Emilio scintille et resplendit sur la page de mon carnet comme les viandes qu'il tisonne sous la hotte. Il y a de l'entrain dans sa graphie, le bleu de l'encre est lumineux. C'est une formule usée, remâchée, piétinée. Ce ne sont que des mots. Ils ne disent rien de la solitude, du dégoût, de l'Everest qu'il faut avaler tous les jours pour ne pas abandonner les chapitres, les problèmes d'énonciation, de vraisemblance ou de mise à distance. Pourtant, ces mots me font renaître, par leur présence physique, plus ancrée sur la page que je ne sais l'être dans mon corps. Ils parlent à une version de moi qui ne s'est pas encore rendue, à une fierté insoupçonnée qui se débat sous la colère. Et soudain, la vieille qui soupire, les mécanos aux bras tatoués, les taches d'huile de vidange sur leur pompe de sécurité, le ventre rougeoyant du grill, le parfum des sorbets, l'enfant en blouse d'écolier sur le trottoir d'en face, les sachets de ketchup éventrés. Tout me pousse à croire au message de la fiction. Quelques semaines plus tard, Emilio me fait visiter la cuisine. En passant de l'autre côté du comptoir, je découvre, accroché à un mur, ces calendriers rectangulaires qu'on effeuille au fil des jours, une éphéméride dans son cadre en plastique. C'est là, sur des morceaux de papier Bible gratifiés de citations, qu'Emilio puise ses formules, sa rasade quotidienne d'espoir, le sel de la vie. 15 mots mis côte à côte pour sauver le lecteur du désespoir des jours qui filent et ne reviendront pas, des jours perdus à ne rien faire, des jours gagnés à ne rien faire, des jours oubliés, des jours inoubliables. Malgré le rappel cruel des pages de l'éphéméride, malgré l'épaisseur du calendrier qui diminue chaque jour pour nous rapprocher de la fin, 15 mots d'une banalité flagrante qui sauve quelquefois une journée ou peut-être un lecteur.